Vous allez voir que j'ai bien changé les titres par rapport à ce qu'Elena vient de présenter. Ce changement fait partie de mes réflexions pendant ces 2 jours déjà de vous écouter surtout. Mais je voudrais d'abord remercier les artistes qui sont là, les autres chercheurs avec que j'ai eu beaucoup de plaisir d'entendre. Anne, pour cet accueil si généreux dans la Maison de l'Amérique latine, et surtout Jacques Lénard pour ces processus de 2 dernières années d'où on se parle presque tous les jours par téléphone et avec des changements d'idées, mais aussi des réalités, des rapports extrêmement, transformants pour moi-même. Je m'en doutais beaucoup de quoi je devais parler et comment, parce que voilà, j'ai un parcours qui... Ok, merci. J'ai un parcours qui toujours va et vient entre la recherche plus académique et une pratique professionnelle qui commence dans les journalismes au domaine des arts. J'ai 10 ans de carrière dans des médias brésiliens en train d'interviewer des artistes surtout, de voir des expos et d'interviewer des artistes. Et après, ça, justement, se dédouble dans l'édition des bouquins et dans la facture d'exposition. Enfin. Et là, j'ai décidé de ne pas faire quelque chose de très théorique. Et dans ce sens-là, la présentation qu'on vient de voir des Sobral me tombe tellement bien. Parce que moi aussi, en fait, je voudrais parler un peu de l'humeur, pas nécessairement, c'est pas nécessairement de l'humeur, mais c'est-à-dire de la forme que les images sont en train de circuler aujourd'hui au Brésil, hors des domaines intellectuels, alors hors des domaines plus formels du savoir. En préparant l'expo et en préparant d'abord, en participant du processus de l'édition du livre de Jacques qui a été lancé au Brésil en 2023 et qui vient d'arriver ici maintenant, je me suis rendu compte qu'entre cette image de Annabella Geiger, que vous avez bien vu de l'expo, et qui remonte aux années 70, et cette image de Nilson Beniwa, beaucoup plus récent, quelque chose s'est passé. Bon, les livres de Jacques parlent beaucoup de ça. On parle de la Constitution, on parle des droits acquis, on parle des enjeux politiques. Mais pour moi, il y avait quelque chose qui manquait dans les livres pour une distance gérationnelle entre Jacques et moi surtout, qui c'est l'importance de l'Internet et de l'arrivée de l'Internet pour la circulation des images au Brésil. Alors, c'est pas... Léna nous a beaucoup parlé hier de cette image, mais voilà, le fait que ça fait les signes de Wi-Fi, c'est pas un hasard en fait. C'est pas quelque chose qui vient toute seule, mais c'est surtout la fin d'un processus qui remonte par exemple à ces projets qui s'appellent Vídeo nas Aldeias des années 90, menée par 80, pardon. Ça a commencé, c'est une ONG menée par un monsieur qui s'appelle Vincent Carelli, et en français, mais qui a passé sa vie surtout au Brésil, et qui a fait des formations des peuples autochtones pour mener la caméra. Alors, ça, c'est années 80-90. Mais là, on est dans un autre moment.
L'Internet, ça arrive vraiment pour basculer les façons où ces images circulent entre soi et de la manière qu'elles interrogent les uns les autres. Alors, c'est un peu ça que je voudrais ajouter sur la discussion qu'on est en train de faire avec l'Expo. Alors, on a bien sûr un dialogue entre l'histoire de l'art de deux époques, mais à mon avis, on a aussi un dialogue avec des images qui ne font pas partie de l'histoire de l'art, en fait, qui passent dans d'autres endroits qui hors du système artistique. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Brésil, on est des fous des réseaux sociaux. C'est le deuxième pays au monde, après l'Afrique du Sud, où on l'utilise le plus, en fait. On est tout le temps là-dedans. Et on vient... alors, ça remonte à une histoire où on n'a pas l'habitude littéraire pour la grande partie de la population, on n'a pas l'habitude de lire. On n'a pas l'habitude des fréquentations des bibliothèques, des musées, enfin, il y a, mais c'est toujours très petit et ça fait pas partie de nos habitudes en tant que peuple entier. Enfin, et là, par contre, la télé a joué un rôle de formation de l'imaginaire pendant des années 40 jusqu'à aujourd'hui. Mais on est justement en train de voir un remplacement de la télé par les réseaux sociaux. Et là, d'une manière très, très forte. Et on peut dire même que ça devient, et c'est triste, tragique en quelque sorte, mais ça devient notre sphère publique. C'est-à-dire l'endroit où les discussions politiques, sociaux sont en train de se faire. Alors là, on a une scène du dernier débat pour la mairie de São Paulo, où il y a un des candidats qui jette une chaise sur l'autre au milieu du débat. Ça, on a la transmission en vrai. Et c'était étonnant. Et cet épisode, comme tous les épisodes de la vie politique et tous les épisodes de la vie sociale des 10, peut-être même, mais 10 au moins dernières années, sont commentés sur Internet par des mèmes. Il passe en 2-3 heures, on a déjà plusieurs images, on est inondé par des images qui sont en train de commenter ce qui s'est passé. Alors voilà, c'est une nouvelle façon des commentaires, d'interaction entre les gens, bien sûr. Bon, pour répondre la question de Sobral, c'est toujours avec l'humeur. Et on est toujours là en train de faire des commentaires rigolos, entre guillemets. Mais le fait, c'est que derrière ça, il y a un pays qui reste très marqué par la violence. Et à nouveau, je reprends Sobral, mais je reprends aussi cette scène pour dire que c'est très difficile pour nous d'échapper à cette violence qui, bien sûr, c'est une violence qui a des différents niveaux, qui touche aux femmes de différentes manières que les hommes, qui touche les afro-descendants de différentes manières que les blancs, et qui touche les peuples autochtones de différentes manières que les peuples urbains, civilisés. Enfin, ça a des degrés différents des violences, mais elle est toujours là. Bon, alors, voilà. On est donc dans une société inondée d'images et de mèmes, voilà. Et ce qui me paraît intéressant, c'est du fait que les mèmes ont cette combinaison qu'on a vue sur les planches de Debré, toujours en image, en texte qui est en train de commenter l'image et qui fait sa significance. C'est-à-dire, l'image n'a pas le même sens sans les textes. Et le texte est là pour donner un nouveau degré de significat à l'image, tel quel
les planches de Debré et telles quelles, par exemple, l'œuvre de Laudiano, qui on va en bas, où les titres d'œuvres de Debré donnent alors une nouvelle lecture à ce qui est présenté. Ça d'abord, pour moi, ça paraît très intéressant, le fait que cette structure texte-image et texte vraiment en tant que commentaire, ça revient d'une manière si forte. Et on voit ça dans quelques travaux des artistes. Ici, il y a, enfin, et des commentaires, ça c'est une image générale, mais voilà, des mèmes générales, des commentaires qui touchent les élections, mais aussi les féminismes, qui touchent vraiment les disputes sociaux qui sont en train de se faire dans les pays. Qu'est-ce que il faut rire, voilà, il faut rire. On sait pas quoi faire là-dedans. Il y a Bolsonaro, il y a la pauvreté, il y a les gens qui sont en train de travailler 14, 15 heures et qui n'arrivent pas à payer leur vie. Alors, voilà, il faut rire. Je vous présente ici un travail de Marcos Chaves avant les mêmes, des années 98, c'est-à-dire 1998. Et ça m'apparaît très intéressant aussi, comment ça annonce tout ce qu'on allait voir après. J'essaie d'expliquer les significats. Alors, só vendo à vista, c'est dire, ça a un double sens. Je ne vends que la vue. Alors, je ne vends que les paysages, que la vue sur ce paysage iconique, enfin, c'est les paysages, il faut les dire, qui a troublé Lévi-Strauss quand il est arrivé. Et c'est la Baía de Guanabara. Et alors, je vends que la vue et je vends que d'une seule fois, à vista. Au Brésil, on a l'habitude de payer les choses en plusieurs fois. On les paye dans 5 fois, 12 fois, 13 fois sur la carte de crédit. Et comme ça, les Brésiliens ont des dettes incroyables. C'est un peuple complètement endetté qui achète des choses qu'ils ne peuvent pas acheter. Mais il dit non, je paye en 10 fois. Alors ça ira. Et là, c'est quand c'est dit só vendo à vista, c'est-à-dire je ne vends que d'un seul coup. Alors, voilà le travail de Marcos Chaves, mais justement avec cette structure qu'on verra revenir après d'un commentaire texte-image, un commentaire assez politique, en sachant que notre pays a toujours cette impression d'être à vendre ou en train de vendre quelque chose à autrui, que ce soit du sucre, que ce soit du café, que ce soit de l'or, que ce soit qu'on est toujours, que ce soit de la soja aujourd'hui, qu'on est chaque fois en train de nous vendre à l'étranger. Bon, voilà, ça c'est la couverture d'un album de Chico Buarque des années 60. Chico Buarque est un de nos plus connus composeurs, chanteurs dans la musique. Et ça, c'est vraiment la couverture de son album fait aux années 67, si je ne me trompe pas. Alors, on ne sait pas pourquoi, et on ne connaît pas la trace, mais ça, c'est devenu un des mèmes les plus connus au Brésil aujourd'hui. On a des dizaines de situations où on reprend cette image et on essaye justement avec des textes et des textes qui changent chaque fois, de donner des significats. Alors, c'est ce que j'attendais et je suis d'abord très heureux parce que j'attends quelque chose, et de c'est ce qui s'est passé, alors je suis déçue. Et on a tout le temps ce contraste entre ce qui
ce qu'on imaginait, c'est ce qu'on attendait, et c'est ce qui a finalement arrivé. Alors, ça touche un peu tout. Alors, les foot, la politique, c'est ce que j'attendais de sortir les jours fériés, où mais il y a mon boss qui dit que je dois travailler. Alors, c'est voilà, l'expectative et réalité, comme on dit, et l'écart entre les deux. Et on a même un site qui nous permet de fabriquer à vrai temps les mêmes. Voilà. Et à nouveau, ça m'apparaît très intéressant parce que ça récupère dans tous les sens les termes que Jacques a donnés pour décrire la question d'Hébreu, c'est-à-dire la fabrique d'images. Et on est là vraiment dans une fabrique folle des images commentaires. Voilà. Bon, je voudrais un peu, pour finir, parler un peu à propos de l'Instagram. Voilà, l'Instagram aujourd'hui, tout le monde en parle tout le temps au Brésil. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas, qu'est-ce que j'ai acheté là-bas. Enfin, quand je dis que c'est notre place publique et que c'est effrayant, c'est intéressant. C'est intéressant parce que les images là-dedans n'ont pas, théoriquement au moins, une hiérarchie. C'est-à-dire, j'ai dans le même niveau, dans la même taille et dans la même structure très ordonnée, des images qui peuvent arriver, des photos de ma famille, d'un travail d'un super artiste qui est au MoMA, qui m'arrive, et d'une scène de violence qui vient de se passer au coin. Alors, je pense que comme on est en train de parler de colonisation et de décolonisation, je pense qu'il y a peut-être un enjeu qui nous aide à penser quelles nouvelles hiérarchies se sont en train d'être construites dans ces nouvelles économies des images. Comment on peut se mouvementer là-dedans. Les images les mêmes, les images vitesse, fast-food, Internet, elles ont un statut qui, pour moi, c'est les contraires d'un objet d'art, d'une œuvre d'art. C'est complètement opposé, en quelque sorte. Elles n'ont pas d'auteur, elles n'ont pas de valeur marché, elles n'ont pas une histoire. Elles sont qu'au présent, elles fonctionnent qu'au présent, elles parlent qu'au présent. Alors, quand on rentre dans ce domaine Instagram, on est à un espace qui c'est au contraire de la mémoire, de l'archive. C'est un présent qui revient à tout instant. Et en même temps, on sait que la mémoire des artistes est en quelque sorte enregistrée là-bas. Et quand il faut consulter quelque chose d'un artiste, les premiers endroits où on se lance, c'est là-bas. J'ai mis, enfin, une sorte de blague, mais les profils des deux artistes participants de l'expo, c'est-à-dire Laudiano et Gevienne. Parce que voilà, un artiste, il y a encore cette question de quoi faire, comment dialoguer avec cette nouvelle économie des images, comment s'y présenter, comment ne pas faire que son travail, qui a un statut justement complètement différent de cette avalanche d'images n'importe quoi, se présente et soit présenté dans cette sorte d'espace. Et comment les faire, comment faire ces transits entre cet espace plus démocratique, entre 200 000 guillemets de l'Internet, et un espace plus serré, un espace plus médiatisé de toute façon des musées, des galeries et du système de l'art.
Et voilà, et je m'arrête. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et j'espère que vous en... Enfin, l'idée, c'était vraiment de lancer des questions pour qu'on puisse penser ensemble. Je pense que c'est ça, c'est à quoi ça sert. Voilà. Vite fait. Merci Gabriela. Je pense qu'on enchaîne tout de suite avec la discussion. Oui, oui. Merci aussi d'accentuer un peu ces différents espaces, différents domaines qu'on découvre à travers le colloque. Non, c'est pas que le domaine académique de la critique de l'art. On est dans le domaine d'un savoir pratique, d'un savoir peut-être plus médiatique, plus populaire. Donc, j'imagine qu'il y a plein de questions. Moi, j'en ai, mais je ne veux pas prendre la parole. Voilà, je passe tout de suite le micro. Non, mais justement, je voulais juste faire une remarque sur le fait que ce que Gabriela a montré est en fait, au meilleur sens du terme, une affirmation académique. Mais ce n'est pas du tout une critique, au contraire. C'est-à-dire que ce que vous montrez, et ce qui est assez difficile à montrer, c'est qu'on est entré dans une période historique qui n'a rien à voir avec celle, je dirais même pas de nos parents, mais de notre jeunesse. Même. Voilà. Et le sentiment de rupture historique, c'est pas si facile que ça à mettre en évidence. Et je pense que c'est ce que vous faites, et j'en suis très très convaincu. Il y a un point d'interprétation. Moi, j'ai compris Eu sou vendo a vista comme un autoportrait. C'est moi tout seul qui regarde la vue. Je suis seul à voir la vue. Ah. C'est-à-dire, moi, je pense que ce qui est drôle dans l'image, c'est que c'est un autoportrait, en fait. C'est-à-dire que c'est un portrait de l'artiste. En fait, oui. C'est... Eu só vendo a vista. Ouais, tout à fait. Vous avez raison là, complètement. Et oui. Alors l'artiste en tant qu'événement soi-même, oui, tout à fait. Alors moi, c'est pas une question, mais c'est plutôt un point de réflexion par rapport au travail de Sobral, que je pense que c'est très fin en parlant de répondre avec humeur, de nous faire rire de quelque chose. Mais il y a quelque chose au Brésil qui est assez problématique par rapport à ça. Et qui, moi, personnellement, je pense qu'on était construit de cette façon par un projet politique aussi, colonial, de nous faire oublier, de nous faire rigoler de tout et de nous faire accepter finalement, parce que comme on s'amuse en regardant la violence, on n'a pas ces réflexes d'agir contre tout ça. Et je ne sais pas, ça me fait penser un peu à toutes ces fictions coloniales, finalement, de Bon Sauvage, ou de Zé Carioca, chez Disney, dans les années 40, qui va construire l'image de personnages de Rio de Janeiro. Et donc, finalement, c'est quelque chose qui a été aussi construite. Et aujourd'hui, quand on voit notre relation avec l'Internet, et comme tu as bien dit, c'est un pays qui ne lit... je pense que la moyenne, c'est qu'on lit un livre chaque année ou deux. Et c'est la Bible. Et c'est la Bible, voilà, parce que c'est un pays qui est complètement évangélique aujourd'hui. C'est un endroit très dangereux, finalement, de penser. Parce qu'on est en train de... Je trouve très, très important ces points. Parce que c'est vraiment là que toute une génération est en train de se construire. Avec ces images vides, éphémères, et qui n'ont pas d'histoire, comme tu as bien dit. Merci Gabriela. L'autre partie de ma vie, je fais des recherches sur des mèmes en fait. J'en écris pas mal dessus. Et je pense que c'est un point très très intéressant d'apporter quand on parle de l'archive coloniale. Je pense qu'il y a certaines dimensions et après je vais te poser une question pour qu'on puisse élaborer une réponse ensemble peut-être. Bon, quand on pense, je pense que
je pense qu'il y a la culture populaire qu'on consomme, que les mêmes, je pense qu'ils ont en fonction... il y a des fonctions idéologiques dessus, des fonctions de culturelles, etc. Mais en tant que prof de médias et machin, etc., je pense que le point de repère que je fais avec l'archive coloniale, c'est la logique que tu as touché cet présent éternel. En fait, la logique de toutes ces interfaces, c'est une logique algorithmique qui est classificatoire. Donc, la base de données et les algorithmes qui sont au-dessous de tout ça sont complètement enracinés. Et maintenant, je utilise ça dans un sens vraiment double, si on parle de jeu de mots, enraciné, originaire, mais aussi il y a des bias, algorithmic bias, comment on dit bias, biais, voilà, c'est un mot français. Il y a toutes les questions de biais des algorithmes qui sont racistes, en fait. Et le système classificatoire de classifier les algorithmisations, ça penche sur un principe classificatoire. Et ce système classificatoire remonte à l'époque coloniale dont tout était classifié. Non ? On a vu les planches de Rugendas avec toutes les têtes que c'est le travail que Kilian a apporté de Celestino a montré. Et il essaye de défaire cette classification comme une archive incarnée. Hein. Mais cette logique classificatoire, et il y a beaucoup de recherches dessus, sur la racialisation des algorithmes, de biais, tout ça. Il y a aussi, donc je pense qu'à la base, et bien sûr on utilise ces plateformes parce que tout le monde le fait, c'est un truc capitaliste, classificatoire, excludent, mais qui donne l'apparence de l'inclusion. Donc, c'est pour moi, ces plateformes de médias sociaux, en plus maintenant qu'elles sont complètement idéologiques, si on parle avec voix X et tout ça, c'est une continuation, c'est une actualisation du néocolonialisme ou le colonialisme néo-féodal d'aujourd'hui, parce que la géopolitique de pouvoir se bouge dans ce plan-là. Non ? Donc, c'est un plan à penser. Bon, mais ce qui concerne notre exposition, parce que je pense aussi que l'Internet a une esthétique, l'esthétique des mèmes, mais apporte aussi le collage digital, apporte une esthétique, et on voit ça dans quelques œuvres de l'exposition. Donc, je te demande, comment tu vois l'esthétique digitale sur les œuvres que vous avez choisies, exposées, cet angle-là? Bon, chaque artiste a bien sûr son rapport et on voudrait montrer justement la variété des possibilités dans ces mêmes thématiques, c'est-à-dire la révisite des débris par des artistes d'aujourd'hui et comment ça donne à des choses différentes. En même temps, je pense que voilà, les collages, ça joue un rôle évident, ça vient avec beaucoup de force. Et à mon avis, voilà, ça vient un peu de cet nouveau système, nouvelle économie des images, où on en prend tout les temps entiers. C'est-à-dire on est tout le temps, et nous tous, en train de faire des empreintes d'images. On fait des présentations, on s'assoit dans notre ordi, et toutes les images sont disponibles pour qu'on les prend, on les fait, on les mélange, et il faut imaginer que ça date de 20 ans, pas plus. Et c'est très récent, et on ne sait pas encore beaucoup à quoi ça va donner et surtout, enfin, il ne faut même pas parler d'intelligence artificielle. Je touche même pas cet chapitre-là parce que là, j'arrive pas. Mais même avant, enfin, on est en train de défiler et de travailler avec une facilité d'empreinte qu'on avait
pas du tout avant, et c'est pour ça que je pense que j'ai trouvé très important de commencer ma présentation avec cette collage des années 70, qui c'est un vrai collage en fait, un collage au sens moderne, c'est-à-dire on prend du papier, on pose un autre papier là-dessus, enfin comme le faisaient les surréalistes, enfin, on connaît bien ces dispositifs, on l'a beaucoup étudié, on l'a beaucoup regardé. Là, quand on parle des artistes d'aujourd'hui, c'est d'autres choses. On n'est plus au domaine de la matérialité des images imprimées qu'on les ajoute, mais on est dans ces domaines où tout est numérique et on ne sort pas là-dedans et des types, des manières où ces choses peuvent se mélanger. Voilà, ce sont des outils qu'on est en train de tester, on est en train de connaître. Juste pour finir, j'ai un très bon ami qui travaille dans un grand journal au Brésil et il m'a dit bon, on ne savait pas trop quoi faire là maintenant parce qu'il paraît qu'il y a un nouveau outil, l'intelligence artificielle, où vous mettez un texte et à partir du texte, il vous fait en vidéo. Alors, du texte, ça devient automatiquement, il lit les textes et on ne sait pas d'où ces images viennent, mais on sait qu'il produit une vidéo à partir d'un texte, n'importe quel texte ça soit. Alors là, on est... Bon, il faut tout repenser, réapprendre. Alors, voilà, on a une vidéo qui représente un texte. Non, pas du tout, c'est pas ça. Enfin, là, on a beaucoup de travail, et, enfin, les futures générations surtout, de quoi faire avec ce problème qu'on est en train de créer, hein, franchement. Oui, ça marche. Non, je crois que Gabriela nous met effectivement face à cette question, au fond, comment négocier avec le nouvel état technique de l'image. Et dans notre exposition, on a voulu, c'est pas toujours facile, mais on a voulu articuler les questions d'iconographie, d'image, etc., et les questions des techniques à travers lesquelles passe l'image. Et la communication de Gabriela se place à cette articulation. Alors avec beaucoup d'élégance, elle a dit, bon, entre Jacques et moi, il y a 2 générations. Donc, lui, il s'est enthousiasmé pour un vieux collage type surréaliste fait par une grande artiste qui s'appelle Annabella Geiger. Et moi, je vais vous montrer des choses contemporaines qui sont plus difficiles à classer, à organiser, etc. Alors, ma question n'est pas du tout pour nier le décalage et encore moins pour effacer le fait que j'ai une incompétence totale concernant les réseaux sociaux. Mais concernant le fait que tu as pris comme exemple de même, justement, Chico Buarque, heureux et triste. Et donc, je me suis demandé pourquoi est-ce que c'est cette double image qui est donc binaire. Pourquoi c'est cette image binaire qui a tant de succès et qui permet justement la génération binaire de toutes sortes de questions, alors que tout notre effort dans cette exposition et dans le livre que j'ai fait aussi est justement d'éviter, de contourner, de remonter en deçà, peut-être, hein, en deçà du binaire pour retrouver les dynamiques dialogiques, les dynamiques de complexité qui échappent et qui pourraient nous permettre d'échapper à cette binarité dont on voit bien qu'elle nous tue. Alors voilà, justement, à mon avis, il y a une distance énorme entre les mèmes de Chico Buarque et les images que nous montrons ici dans l'exposition.
on montre pas du tout ça. Enfin, voilà, on monte, on est en train de montrer des montages très sophistiqués, des artistes qui justement ont réussi à établir un rapport avec l'histoire de l'art, enfin, justement, ce qui fait la différence entre les images qui sont exposées là et ces images qu'on trouve par milliers sur l'Internet, c'est le fait qu'elles portent une ambiguïté, une complexité des différentes lectures, comme celle de Marco Chaves. Enfin, elles sont pas des images pauvres, sinon des images riches en possibilités de lecture. En tant qu'elles-mêmes, c'est tout au contraire. Au même temps, voilà, je pense qu'on est un peu là dans une situation similaire au rôle qui a joué la publicité vers les artistes modernes. C'est-à-dire, c'était des choses différentes, bien sûr, les affiches qui faisaient Toulouse-Lautrec et ces tableaux. Mais on a une esthétique nouvelle, d'un monde nouvel, une nouvelle façon de circuler l'argent, l'économie et l'imaginaire qui passent d'un monde vers l'autre et qui ont une influence mutuelle. Alors, à mon avis, on a un peu ça dans l'expo. On montrera pas des mêmes, ainsi qu'on montrera pas de la publicité, enfin, mais il y a un monde tout nouveau qui fait partie de cette moyen de circulation des artistes. Et c'est ça qui, pour moi, c'était important de les friser. Merci beaucoup. Si je peux aussi rajouter une question, observation qui rebondit un peu sur les différentes remarques. J'ai trouvé très très intéressant comment les deux interventions se commentaient d'une certaine manière, parce qu'on a d'un côté, j'aimerais pouvoir le dire en portugais, mais je ne vais même pas essayer, donc une sorte d'approche artistique, critique, qui utilise une des figures les plus standardisées, mais dans une approche qui cherche quelque chose comme une joie malgré tout. Donc une joie qui vient s'opposer au sensationnalisme des médias, donc qui cherche quelque chose d'autre. Et là, on se retrouve avec des generators de mimes face à une joie standardisée qui pose, je pense, la question compliquée de comment être contestatoire dans le standard. Donc, je relativerai peut-être le côté démocratique ou fabrique, comme Isabelle l'a fait, mais qui pose effectivement des questions, peut-être aussi par rapport à l'histoire, parce que c'est sans doute une déformation professionnelle, mais je vois de l'histoire partout. Donc, je ne dirais pas que ce sont des images sans histoire. On peut penser au collage de John Hartfield ou à plein d'autres, mais il y a quelque chose qui met en scène une rupture, mais qui devrait peut-être nous insister d'autant plus à penser dans une sorte de, peut-être pas longue durée, mais dans une sorte de culture visuelle qui nous a déjà appris à essayer d'être critique dans ces approches. Oui, non, voilà, l'idée c'était vraiment de montrer ça en tant que culture visuelle et le terme il est parfait en fait, il tombe parfaitement parce que pour moi c'est exactement ça de qu'il s'agit. Enfin, c'est pas, voilà, ça fait pas partie du domaine de l'art, ça fait partie du domaine de notre imaginaire visuel et des choses qu'on est en train d'entrer en contact en les temps entiers, enfin. Ouais. Je voulais ajouter quelque chose sur l'intervention de Sobral, sur le rire au Brésil et la joie, parce que je crois, je lis quelque part que le rire, c'est aussi une façon de perdre le contrôle. On rit quand on ne comprend pas quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Ce n'est pas seulement la joie, ce n'est pas la défense, c'est vraiment une perte de contrôle. Et ça, je crois que c'est très pertinent au Brésil, parce qu'on perd le contrôle de tellement de choses que c'est rire devant une tragédie, le rire devant une joie, il y a des rires partout.
Et on est tout le temps en train de revenir à cette... Et ici, c'est une culture très contrôlée. Les gens rient beaucoup moins. Personne ne rit parce que tout le monde contrôle ce qu'il pense, ce que l'autre pense, et la société fonctionne plus ou moins, mais ça fonctionne. Et bon, voilà, c'est ça mon ajout. Merci. Un mot a retenu mon attention dans ce que vous avez présenté, c'est le caractère présent de tous ces mèmes, de toutes ces images, de tout ce qui est véhiculé par Internet, et donc de leur côté éphémère, parce qu'il y a une masse considérable, en effet, mais qui est délétère, c'est-à-dire c'est une forme d'entropie au sens géographique, presque avec un E, pas avec un A, et de cette entropie-là, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Qu'est-ce qui reste? Parce que, oui, voilà. Voilà, et c'est pour ça que je trouve pertinent de faire cette discussion exactement dans le cadre d'une discussion sur des archives. Comment on va garder tout ça? Qu'est-ce qui va survivre de cette avalanche d'éphémérité? Et comment notre mémoire de cette époque, et surtout des époques qui viennent, va se faire à partir de cette... voilà, qui va choisir et comment de tout ça, c'est qui reste gardé pour les futurs, pour l'avenir, pour les historiens. Enfin, et là, on n'a pas de réponse. Mais on sait que justement, on est en train de passer à quelque chose d'autre, et ça dit respect aussi à la construction de la mémoire. Voilà, quelle mémoire, comment y construire une mémoire en sachant qu'avant on avait, voilà, la mémoire était gardée sur des livres, sur des encyclopédies. Enfin, on savait on savait où y aller pour avoir une mémoire fiable. Même si extrêmement colonial, enfin avec tous les enjeux qu'on est en train de discuter pendant ces 2 jours. Alors, d'accord, on a déconstruit ça, mais comment s'y faire pour construire quelque chose différemment, et surtout enfin, comment et où ça se fait en tant qu'espace technique, en tant qu'espace symbolique, enfin.